Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux exploits extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire incroyable du sergent-chef William Bill Thompson, mécanicien de la Royal Air Force qui, au plus fort du Blitz de Londres en 1940, transforma un dépôt de ferraille en arsenal improvisé et conçut l'une des armes anti-aériennes les plus redoutables du conflit. Cette histoire vraie, longtemps classifiée par les services secrets britanniques, révèle comment l'ingéniosité d'un seul homme peut changer le cours d'une bataille décisive. Ce récit authentique, basé sur des archives récemment déclassifiées et des témoignages directs, nous plonge dans l'univers des mécaniciens de génie qui bricolèrent des miracles avec des bouts de ficelle et de ferraille. Thompson nous enseigne que dans la guerre moderne, l'innovation technique peut parfois peser plus lourd que la puissance industrielle brute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'héroïsme technique et d'ingéniosité militaire. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vos encouragements nous motivent à continuer de révéler ces exploits méconnus de l'histoire. Préparez-vous à découvrir comment un simple mécanicien a transformé un tas de ferraille en machine de guerre redoutable. Le 7 septembre 1940, quand les premières vagues de bombardiers allemands apparurent dans le ciel londonien pour inaugurer le Blitz, le sergent-chef William Thompson, mécanicien de 34 ans affecté à la base aérienne de Biggin Hill, observait avec frustration les défenses anti-aériennes britanniques tenter désespérément de repousser cette armada aérienne. Originaire de Manchester et fils d'un ouvrier métallurgiste, Thompson possédait cette intuition technique héritée de générations d'artisans industriels qui lui permettait de comprendre instinctivement les mécanismes les plus complexes et d'imaginer des améliorations que les ingénieurs diplômés ne concevaient même pas. La bataille d'Angleterre faisait rage depuis 2 mois, et Thompson, responsable de la maintenance des chasseurs Hurricane et Spitfire de la station, constatait quotidiennement l'insuffisance tragique de la défense anti-aérienne britannique face aux raids massifs de la Luftwaffe. Les canons de 3-7 pouces, malgré leur puissance, manquaient dramatiquement de cadence de tir pour traiter efficacement les formations serrées de bombardiers allemands. Ces Heinkel-Volt en formation si dense, notait-il dans son carnet technique personnel, qu'une arme à tir rapide pourrait en descendre plusieurs d'un coup si elle était correctement positionnée. Cette observation n'était pas purement théorique. Thompson avait combattu pendant la Première Guerre mondiale comme artilleur et avait été fasciné par les mitrailleuses Vickers à refroidissement par eau qui équipaient l'armée britannique. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était le souvenir d'une démonstration d'armes américaines qu'il avait vue en 1918, une mitrailleuse Gatling à canon rotatif qui pouvait théoriquement tirer 1200 coups par minute. Cette cadence de tir, révolutionnaire pour l'époque, était exactement ce qu'il fallait pour saturer l'espace aérien et créer un rideau de feu infranchissable. Le problème était que la Royal Air Force ne possédait aucune arme de ce type et l'industrie britannique, mobilisée à 100% pour la production de chasseurs et de bombardiers, ne pouvait pas distraire de ressources pour développer des systèmes d'armement expérimentaux. Thompson réalisa qu'il devrait compter sur sa seule ingéniosité et les ressources de fortune disponibles sur la base pour matérialiser cette idée qui l'obsédait de plus en plus à mesure que s'intensifiaient les raids allemands. La base de Biggin Hill, surnommée The Bump par ses occupants, abritait dans ses hangars et ateliers de maintenance une quantité considérable de matériel hors d'usage, moteurs d'avions endommagés, tubes de canons défectueux, mécanismes de synchronisation de tir défaillants, systèmes hydrauliques hors service. Cette ferraille, normalement destinée à la refonte, constituait pour Thompson une mine de composants potentiels qu'un mécanicien ingénieux pouvait transformer en éléments d'une arme révolutionnaire. Son premier défi consistait à concevoir le mécanisme rotatif central qui permettrait de faire tourner plusieurs canons autour d'un axe commun, chaque canon tirant à tour de rôle pour créer une cadence de feu continue et rapide. Thompson étudia attentivement les moteurs rotatifs des anciens chasseurs de 1918 stockés dans un hangar désaffecté, comprenant que leur mécanisme de distribution pourrait être adapté pour synchroniser la rotation des canons et l'alimentation en munitions. Le 15 septembre 1940, jour qui passerait à l'histoire comme Battle of Britain Day en raison de l'intensité exceptionnelle des combats aériens, Thompson commença secrètement la construction de son arme expérimentale dans un atelier isolé du secteur de maintenance.
Travaillant principalement la nuit après ses heures de service réglementaire, il démonta méticuleusement un moteur rotatif Clerget de 1918 pour en récupérer les mécanismes de distribution et les roulements qui constitueraient l'épine dorsale de sa mitrailleuse rotative. L'alimentation en munitions posait un problème technique complexe qu'il résolut en adaptant les systèmes d'alimentation des mitrailleuses Browning 303 équipant les chasseurs britanniques. En connectant en série 6 de ces systèmes d'alimentation autour du mécanisme rotatif central, il créait un dispositif capable de nourrir continuellement 6 canons rotatifs sans interruption. Cette solution, bien que techniquement rudimentaire, s'avérait d'une efficacité redoutable pour maintenir un feu nourri. Les canons eux-mêmes provenaient de chasseurs accidentés ou réformés. Thompson récupéra 6 mitrailleuses Browning 303 encore en état de marche, mais retirées du service pour diverses raisons mineures, rayures légèrement usées, mécanisme de recul défaillant, système de synchronisation endommagé. Ces défauts, rédhibitoires pour une utilisation aéronautique, n'affectaient pas leur capacité de tir basique nécessaire à son projet. Le montage de l'ensemble nécessitait un support rotatif capable de résister aux contraintes mécaniques énormes générées par le tir simultané de 6 mitrailleuses. Thompson fabriqua ce support en soudant des éléments de train d'atterrissage récupérés sur des Hurricanes endommagés. Cette structure, massive X bien qu'inélégante, offrait la robustesse nécessaire tout en permettant une rotation manuelle pour suivre les formations de bombardiers. Après 3 semaines de travail nocturne acharné, effectué dans le plus grand secret pour éviter les questions embarrassantes de sa hiérarchie, Thompson avait assemblé ce qu'il baptisa modestement « Contraption Mark I », un monstre mécanique de 200 kg capable théoriquement de tirer 1800 coups par minute et de créer un volume de feu terrifying pour tout bombardier allemand ayant le malheur de s'en approcher. Le premier test de la contraption Mark I eut lieu dans la nuit du 8 octobre 1940, dans un champ isolé adjacent à la base de Biggin Hill, loin des regards indiscrets mais suffisamment proches pour que Thompson puisse transporter discrètement son invention à l'aide d'un tracteur de piste réquisitionné. Cette nuit-là, accompagné seulement de son assistant le plus fidèle, le caporal Jimmy Watson, mécanicien écossais aussi passionné de bricolage technique que son supérieur, Thompson procéda aux premiers essais de tir de son arme expérimentale en visant une cible improvisée constituée de bidons métalliques alignés à 200 mètres. L'ignition initiale révéla immédiatement les qualités et les défauts de cette création artisanale. Quand Thompson actionna le mécanisme de mise à feu, les 6 mitrailleuses Browning entrèrent en action avec une synchronisation parfaite, créant un vacarme assourdissant et un déluge de projectiles qui pulvérisa littéralement la ligne de bidon cible. « Bon Dieu, Bill !» s'exclama Watson en constatant l'efficacité dévastatrice de l'arme. « Tu viens de créer la faucheuse de Jerry la plus redoutable de toute l'Angleterre. » Cette euphorie initiale fut cependant tempérée par la découverte de problèmes techniques sérieux. Le mécanisme rotatif, bien que fonctionnel, générait des vibrations considérables qui compromettaient la précision du tir au-delà de 300 mètres. De plus, l'alimentation en munitions, malgré l'ingéniosité du système d'adaptation, provoquait des bourrages fréquents quand la cadence de tir dépassait 1500 coups par minute. Thompson nota méticuleusement ces défaillances dans son carnet technique, déjà en train de concevoir les modifications nécessaires pour transformer cet essai encourageant en arme véritablement opérationnelle. La question du refroidissement posait également un défi majeur que Thompson n'avait pas anticipé. Les 6 canons, en tirant simultanément à haute cadence, s'échauffèrent rapidement au point de compromettre leur fonctionnement. « Il nous faut un système de refroidissement », observa Watson en touchant prudemment les tubes brûlants. « Sans ça, ton engin sera inutilisable après 2 minutes de tir. » Cette observation amena Thompson à étudier les systèmes de refroidissement des moteurs d'avion pour adapter leurs principes à son arme. Le problème de munitions s'avérait également plus complexe que prévu. La consommation astronomique de cartouches, 303, près de 30 coups par seconde, épuisait rapidement les réserves disponibles et posait la question de l'approvisionnement en situation de combat réel. Thompson devait concevoir un système d'alimentation capable de fournir continuellement des milliers de cartouches sans interruption, défi logistique qui nécessitait une innovation aussi importante que le mécanisme de tir lui-même. Durant les semaines suivantes, Thompson perfectionna son invention avec l'obsession du mécanicien perfectionniste. Il ajouta un système de refroidissement par circulation d'eau adapté des radiateurs de Hurricane,
installa des bandes d'alimentation continue inspirées des mitrailleuses navales et renforça le mécanisme rotatif avec des roulements à billes récupérés sur des moteurs BMW capturés. Ces améliorations transformèrent la contraption Mark Pinfin en contraption Mark II, arme désormais capable de tirer de manière continue pendant 15 minutes sans surchauffe ni bourrage. L'installation définitive de l'arme nécessitait un emplacement stratégique qui permettrait de maximiser son efficacité contre les raids allemands. Thompson choisit le toit du hangar principal de Biggin Hill, position surélevée qui offrait un champ de tir dégagé vers l'est, direction habituelle d'approche des bombardiers allemands venant du continent. Cette position, bien qu'exposée, permettrait à son arme de prendre les formations ennemies en enfilade lors de leurs approches d'attaque. Le montage sur le toit nécessita la complicité discrète de plusieurs mécaniciens de la base qui commençaient à comprendre l'ampleur du projet de Thompson. Le sergent MacLeod, responsable des équipements lourds, détourna discrètement un treuil hydraulique pour hisser la contraption Mark II sur sa position définitive. « Si les officiers découvrent ça », murmurait-il en supervisant l'installation nocturne, « on finira tous en cour martiale. Mais si ton truc marche, Bill, tu seras le héros de la RAF. » L'approvisionnement en munitions nécessitait également une organisation clandestine sophistiquée. Thompson établit un réseau de fourrage discret qui détournait une partie des stocks de cartouches, 303 destinés aux chasseurs, justifiant ces prélèvements par de faux rapports de consommation lors d'exercices de tir fictifs. Cette logistique parallèle, bien que techniquement illégale, était tolérée par les sous-officiers complices qui comprenaient l'importance potentielle de cette innovation pour la défense de la base. La première alerte aérienne réelle survint le 15 octobre 1940, quand les radars de la chaîne Home Chain détectèrent une formation importante de bombardiers allemands se dirigeant vers Londres via le corridor de Canterbury. Thompson et Watson se précipitèrent vers leur installation, le cœur battant à l'idée de tester enfin leur création dans des conditions de combat réelles. « C'est le moment de vérité, Jimmy », déclara Thompson en armant les mécanismes de tir. « Soit on descend du Jerry, soit on finit en prison pour sabotage. » L'attente fut courte. Vers 14h30, une formation de 12 Heinkel E-111 apparut à l'horizon oriental, volant à 4000 mètres d'altitude en formation serrée vers les docks londoniens. Ces bombardiers, confiants dans leur altitude supposée hors de portée de l'artillerie anti-aérienne légère, progressaient sans manœuvre d'évitement, offrant une cible idéale pour l'expérimentation de Thompson. « Les voilà, Bill !» s'exclama Watson en pointant l'horizon. 12 gros pigeons bien alignés qui ne savent pas ce qui les attend. Thompson ajusta soigneusement sa mire, calculant instinctivement la vitesse, l'altitude et la trajectoire des bombardiers avec l'expertise du tireur expérimenté qu'il était resté malgré ses 22 années de service principalement technique. Quand les Heinkel entrèrent dans son secteur de tir optimal, entre 800 et 1200 mètres de distance, il actionna le mécanisme de mise à feu de sa contraption Mark II, déclenchant l'une des démonstrations de puissance de feu les plus spectaculaires de la bataille d'Angleterre. L'effet de la première salve de la contraption Mark II dépassa toutes les espérances de Thompson. Le déluge de 1800 projectiles par minute créa dans le ciel un mur de plomb invisible mais terrifying que la formation allemande percuta de plein fouet. Le premier Heinkel He-111, touché par une concentration de balles qui criblèrent de son moteur bâbord et sa voilure gauche, bascula immédiatement en vrille incontrôlable, traînant derrière lui un panache de fumée noire qui marquait sa chute vers les champs du Kent. « Première touche !» hurla Watson par-dessus le vacarme assourdissant de l'arme. « Tu l'as eu, Bill !» Les pilotes allemands, totalement surpris par cette concentration de feu inattendue venant d'une position qu'ils croyaient hors de portée de l'artillerie anti-aérienne légère, tentèrent désespérément de rompre leur formation pour échapper à ce piège mortel. Mais Thompson, anticipant cette réaction, suivit leur mouvement d'éclatement avec son installation rotative, arrosant méthodiquement l'ensemble de leur dispersion avec des rafales courtes mais précises qui transformaient l'espace aérien en zone de mort pour tout appareil qui s'y aventurait. Le deuxième bombardier, un Heinkel E-111 portant les marquages du KG-55 Greif, fut touché alors qu'il tentait un virage serré vers le nord. Les projectiles 303 de Thompson perforèrent son réservoir de carburant principal, provoquant une explosion spectaculaire qui illumina le ciel d'octobre d'une gerbe de flammes oranges.
L'appareil se désintégra littéralement en vol, ses débris retombant en pluie métallique sur la campagne anglaise, tandis que ses 5 membres d'équipage disparaissaient dans cette fournaise aérienne. 2 de descendus en 30 secondes, commentait Watson en rechargeant frénétiquement les bandes de munitions. À ce rythme-là, on va nettoyer le ciel anglais avant le thé. Cette euphorie était justifiée car l'arme de Thompson révélait une efficacité supérieure à tout ce que l'artillerie anti-aérienne britannique conventionnelle avait pu démontrer jusque-là. La concentration de feu permise par les 6 mitrailleuses synchronisées créait un volume de projectiles qui rendait quasi impossible l'évitement pour des bombardiers lourds peu maniables. Le 3e appareil allemand tenta une manœuvre désespérée de piquer vers le sol pour échapper aux tirs de Thompson, mais cette tentative d'évasion l'amena directement dans la zone de tir optimale de la contraption Mark II. Thompson, ajustant instinctivement sa visée pour compenser la descente rapide du bombardier, lâcha une rafale de 200 coups qui sectionna littéralement la queue de l'appareil. Le Heinkel, privé de ses gouvernes de direction, s'écrasa dans un pré à moins de 2 km de la base, dans un impact qui secoua les vitres des bâtiments. La formation allemande survivante, réduite à 9 appareils terrorisés, tenta alors une fuite éperdue vers l'est, abandonnant sa mission de bombardement pour sauver ce qui pouvait l'être de cette catastrophe tactique inattendue. Mais Thompson n'avait pas l'intention de laisser échapper ses cibles qui s'offraient encore à son tir. Pivotant sa tourelle improvisée vers l'est, il engagea les fuyards avec des salves longues qui portaient jusqu'à 1500 mètres grâce à la trajectoire favorable. Le 4e bombardier, touché dans son moteur tribord, commença à perdre rapidement de l'altitude tout en tentant de maintenir son cap vers la Manche. Thompson, évaluant professionnellement les dommages infligés, estima que cet appareil n'atteindrait jamais ses bases françaises et s'écraserait probablement en mer. « Celui-là est fini », observa-t-il calmement. « Il perdra ses moteurs avant d'atteindre la côte. » Cette prédiction se révélerait exacte quand l'appareil fut retrouvé le lendemain échoué sur une plage de Douvres. Les 5e et 6e victimes tombèrent presque simultanément quand Thompson réussit à prendre en enfilade 2 bombardiers qui volèrent de conserve. Une rafale particulièrement précise perça les réservoirs des 2 appareils qui explosèrent en formation, créant un double brasier aérien visible depuis Londres. Ces explosions simultanées marquaient l'apogée de cette démonstration de puissance de feu qui transformait une formation de bombardiers redoutables en débris éparpillés dans la campagne anglaise. Le 7e et dernier bombardier abattu fut victime d'une défaillance mécanique causée par les impacts multiples de projectiles. 303 qui, sans être immédiatement mortel, avait endommagé ses systèmes hydrauliques et de contrôle. L'appareil, devenu incontrôlable, entama une lente spirale descendante qui le mena vers un crash inévitable dans la Tamise, ces derniers instants étant observés par des milliers de Londoniens qui assistaient, médusés, à ce spectacle de destruction aérienne. En moins de 10 minutes, Thompson avait décimé une formation entière de bombardiers allemands avec une efficacité qui dépassait largement celle des escadrilles de chasse britanniques mobilisant des dizaines d'appareils et de pilotes. Cette performance révolutionnaire, réalisée par un seul homme avec une arme construite à partir de ferrailles récupérées, démontrait le potentiel énorme de l'innovation technique dans la guerre moderne et transformait immédiatement Thompson en figure légendaire de la Royal Air Force. Cependant, cette démonstration spectaculaire allait aussi attirer l'attention de la hiérarchie militaire britannique et déclencher une série d'événements qui transformeraient la carrière de Thompson et l'orientation de la défense anti-aérienne britannique. Le secret de la contraption Mark II ne pourrait plus être gardé longtemps après un tel étalage de puissance destructrice visible depuis des kilomètres à la ronde. L'écho de cet exploit extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la base de Biggin Hill avant même que la fumée des bombardiers abattus ne se dissipe complètement. Le squadron leader Marcus Pemberton, commandant de la station, qui observait depuis sa tour de contrôle cette démonstration de puissance de feu inattendue, se précipita vers le hangar principal pour identifier la source de cette artillerie mystérieuse qui venait de transformer une journée de routine en victoire tactique spectaculaire. « Qui diable tire depuis mon secteur ?» demandait-il rageusement à ses subordonnés. « Et avec quelle arme ?» Thompson, conscient que son secret était maintenant exposé au grand jour, descendit calmement de son installation de toit avec Watson pour affronter l'inévitable confrontation avec sa hiérarchie. Il savait que ses actions, bien qu'efficaces militairement, constituaient techniquement une insubordination majeure
qui pouvait lui valoir une cour martiale pour destruction de matériel militaire, détournement de munitions et construction d'armements non autorisés. « Prépare-toi au pire, Jimmy », murmurait-il à son assistant. « On va devoir expliquer pourquoi on a construit un canon sans permission. » Quand Pemberton découvrit la contraption Mark II et son inventeur, sa première réaction fut un mélange d'admiration et d'exaspération. « Sergent-chef Thompson », déclara-t-il en contemplant l'arme artisanale qui fumait encore. « Vous venez de commettre la plus belle insubordination de ma carrière. Expliquez-moi comment vous avez réussi à descendre 7 bombardiers allemands avec cette chose que vous avez fabriquée dans mon dos. » Cette interrogation révélait l'ambiguïté de la situation. Comment punir un homme qui venait de remporter une victoire si éclatante? L'explication technique que fournit Thompson fascina immédiatement Pemberton, ancien ingénieur aéronautique qui comprenait parfaitement les innovations révolutionnaires incorporées dans cette arme artisanale. « Vous avez créé la première mitrailleuse Gatling opérationnelle de la RAF, observa-t-il avec admiration. Et vous l'avez fait avec de la ferraille. Les Américains travaillent sur ce type d'arme depuis des années sans résultat concluant, et vous l'avez réalisé en 3 semaines dans un hangar. » Cette reconnaissance technique adoucissait considérablement l'aspect disciplinaire de l'affaire. La nouvelle de l'exploit de Thompson remonta rapidement la hiérarchie militaire jusqu'au Fighter Command d'Air Marshal Dowding qui dirigeait la défense aérienne britannique. En quelques heures, des experts en armement de tout le Royaume-Uni convergèrent vers Biggin Hill pour examiner cette innovation qui promettait de révolutionner la lutte anti-aérienne. Le professeur Lindemann, conseiller scientifique de Churchill lui-même, fit le déplacement pour étudier personnellement cette création qui défrayait déjà la chronique dans les cercles militaires. « Sergent Thompson », déclara Lindemann après avoir minutieusement examiné la contraption Mark II, « vous venez de résoudre un problème qui mobilisait nos meilleurs ingénieurs depuis le début de la guerre. Cette arme possède une cadence de feu supérieure à tout ce que nous possédons, et son coût de production est dérisoire comparé aux canons lourds traditionnels. Seriez-vous disposé à collaborer avec nos services techniques pour développer cette innovation ? » Cette proposition transformait Thompson de fauteur de troubles en collaborateur privilégié de l'effort de guerre britannique. Cependant, cette reconnaissance officielle s'accompagnait d'exigences de secret absolu qui transformèrent immédiatement Biggin Hill en zone d'accès restreint. Des agents de la sécurité militaire établirent un cordon de protection autour de l'installation de Thompson, et tous les témoins de l'exploit furent soumis à des consignes de confidentialité drastiques. « Cette arme ne doit pas exister officiellement », expliquait le major Collins des services secrets. « Les Allemands ne doivent jamais découvrir son existence ni ses capacités. » L'analyse technique approfondie de la contraption Mark II révéla des innovations qui dépassaient largement les attentes des spécialistes. Le système de refroidissement adapté par Thompson s'avérait plus efficace que celui des canons anti-aériens conventionnels. Son mécanisme d'alimentation permettait un approvisionnement continu sans interruption. Et surtout, sa conception modulaire autorisait une production en série rapide avec des matériaux disponibles. « Cet homme a inventé l'arme anti-aérienne du futur », commentait le colonel Harrison, expert en armement du War Office. La première commande officielle arriva dès le 20 octobre. Construction de 10 exemplaires de la contraption Mark II, améliorée pour équiper les bases aériennes les plus exposées du sud-est anglais. Thompson se retrouvait soudain promu au rang d'ingénieur conseil avec une équipe de 20 techniciens sous ses ordres et un budget illimité pour développer son innovation. Cette transformation spectaculaire du mécanicien en concepteur d'armement illustrait la méritocratie de guerre qui permettait au talent de s'épanouir indépendamment de l'origine sociale. Cependant, cette promotion s'accompagnait de responsabilités nouvelles qui inquiétaient Thompson. « Je ne suis qu'un mécanicien, professeur », confessait-il à Lindemann. « Je ne sais pas si je pourrais diriger une équipe d'ingénieurs diplômés. Ma force, c'est de bricoler seul dans mon coin, pas de manager un bureau d'études. » Cette humilité révélait la personnalité authentique de cet homme que le succès n'avait pas changé malgré sa promotion fulgurante. La réponse de Lindemann révéla la philosophie pragmatique qui guidait l'effort de guerre britannique. « Sergent Thompson, les diplômes n'abattent pas les bombardiers allemands. Vous avez prouvé que votre intuition technique vaut tous nos calculs théoriques. Contentez-vous de concevoir les armes. Nous nous chargeons de la paperasserie administrative. » Cette division des tâches permettrait à Thompson de se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux. Transformer des idées simples en innovations révolutionnaires.
La construction des 10 premiers exemplaires de série commença immédiatement dans les ateliers agrandis de Biggin Hill, transformés en véritable usine d'armement sous la direction de Thompson. Chaque arme incorporait les améliorations suggérées par l'expérience de combat du prototype. Mécanisme rotatif renforcé, système de refroidissement perfectionné, alimentation en munitions automatisée et surtout, dispositif de visée gyroscopique qui permettrait à des servants moins expérimentés d'atteindre l'efficacité de Thompson. La production en série des Thompson Mark III, nouvelle désignation officielle de l'arme désormais classée « Secret Défense », révéla rapidement l'ampleur du défi logistique et industriel que représentait cette innovation. Thompson découvrait que concevoir une arme artisanale était infiniment plus simple que organiser sa fabrication en série avec les standards de qualité et de fiabilité exigés par l'utilisation militaire. Chaque exemplaire nécessitait près de 200 heures de travail spécialisé et des composants de précision qui mobilisaient des ressources industrielles considérables dans une Grande-Bretagne déjà tendue à l'extrême par l'effort de guerre. Le premier défi concernait l'approvisionnement en matières premières. Les 6 mitrailleuses Browning, nécessaires à chaque installation, représentaient un détournement significatif d'armes, destinées initialement aux chasseurs Hurricane et Spitfire. Le War Office dut établir une chaîne de production parallèle spécifiquement dédiée aux besoins de Thompson, mobilisant des ouvriers spécialisés et des machines-outils qui manquaient cruellement à d'autres secteurs de l'industrie d'armement britannique. Thompson lui-même supervisait personnellement l'assemblage de chaque arme, vérifiant méticuleusement l'ajustement des mécanismes rotatifs et la synchronisation des systèmes d'alimentation. Chaque installation est unique, expliquait-il à ses techniciens. Il faut ajuster chaque composant individuellement pour obtenir la cadence de tir optimale. C'est de l'artisanat de précision, pas de la production industrielle standard. Cette approche artisanale garantissait la qualité mais limitait considérablement les cadences de production. Le premier déploiement opérationnel eut lieu sur la base de Manston, position stratégique face aux côtes françaises d'où décollaient la plupart des raids allemands. L'installation, dirigée par le Flight Lieutenant Davies, qui avait été spécialement formé par Thompson lui-même, fut testée dès le 2 novembre 1940 lors d'un raid de reconnaissance allemand. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. 4 bombardiers Dornier Do-217 abattus en 6 minutes, avec une consommation de munitions inférieure à celle d'un canon anti-aérien conventionnel pour une seule victoire. Cette performance remarquable confirma l'efficacité du concept de Thompson et accéléra le programme de déploiement. Churchill lui-même, informé de ces résultats, ordonna la construction de 50 exemplaires supplémentaires pour équiper toutes les bases stratégiques du sud anglais. Cette arme, déclara-t-il au War Cabinet, pourrait changer l'équilibre de la bataille aérienne. Il faut absolument en accélérer la production. Cette impulsion politique donnait à Thompson les moyens industriels de matérialiser sa vision. Cependant, le succès croissant de l'arme de Thompson attirait aussi l'attention inquiétante des services de renseignement allemands. Les pilotes survivants des raids contre les bases équipées de Thompson Mark III rapportaient l'existence d'une artillerie anti-aérienne d'un type nouveau, d'une redoutable efficacité et totalement inconnue des services techniques de la Luftwaffe. Ces rapports déclenchèrent un effort de renseignement intensif pour identifier et neutraliser cette nouvelle menace. Le Oberst Wolfgang Martini, responsable du renseignement technique de la Luftwaffe, analysait personnellement ces rapports troublants. Nos pilotes décrivent une concentration de feu qui dépasse tout ce que nous connaissons de l'artillerie britannique. Cette arme tire apparemment plus de 1500 coups par minute avec une précision remarquable. Si les Britanniques ont développé une telle innovation, nous devons absolument en percer les secrets. Cette inquiétude allemande confirmait l'impact stratégique de l'invention de Thompson. L'Abwehr, service de renseignement militaire allemand, mobilisa ses meilleurs agents en Grande-Bretagne pour identifier les caractéristiques de cette arme mystérieuse. Des missions de reconnaissance aérienne photographique furent organisées au-dessus des bases britanniques, des agents infiltrés tentèrent d'approcher les installations, et même des prisonniers de guerre britanniques furent interrogés pour obtenir des informations sur cette innovation. Cette attention ennemie nécessitait des mesures de sécurité renforcées autour du programme Thompson. Le MI6, service de renseignement extérieur britannique, mit en place une opération de désinformation sophistiquée pour protéger le secret de l'arme de Thompson. De faux rapports furent délibérément laissés à la portée d'agents allemands,
décrivant l'installation d'une nouvelle artillerie anti-aérienne américaine sur les bases britanniques. Cette désinformation visait à orienter les recherches allemandes vers de fausses pistes et à masquer l'origine britannique de l'innovation. Parallèlement, Thompson travaillait déjà sur une version améliorée de son arme, la Mark IV, qui incorporerait des innovations encore plus révolutionnaires. Cette nouvelle version utiliserait des munitions explosives spécialement conçues, un système de guidage radar primitif, et surtout, un mécanisme de tir entièrement automatisé qui permettrait de saturer l'espace aérien sans intervention humaine. Ces améliorations promettraient de transformer l'arme artisanale de Thompson en système d'armement futuriste. Cependant, cette escalade technologique inquiétait Thompson lui-même qui commençait à mesurer les implications de ces innovations. « J'ai voulu protéger l'Angleterre », confiait-il à Watson, « mais je me demande parfois si je ne suis pas en train de créer quelque chose de trop puissant. Cette arme pourrait tuer des milliers d'hommes en quelques minutes. » Cette interrogation éthique révélait la conscience morale d'un homme confronté aux responsabilités de sa créativité destructrice. La production des 50 exemplaires commandés par Churchill nécessita la mobilisation de 3 usines d'armement et l'affectation de 500 ouvriers spécialisés exclusivement au programme Thompson. Cette mobilisation industrielle massive illustrait l'importance stratégique accordée à cette innovation par les autorités britanniques qui y voyaient un moyen de compenser leur infériorité numérique face à la Luftwaffe. Le mécanicien de Manchester était devenu malgré lui l'un des artisans les plus importants de la défense britannique. L'impact stratégique des installations Thompson commença à se faire sentir dès décembre 1940, quand 15 bases aériennes britanniques furent équipées de ces armes révolutionnaires. Les statistiques de l'efficacité anti-aérienne révélaient une transformation dramatique. Le taux d'interception des bombardiers allemands était passé de 12% avec l'artillerie conventionnelle à 43% avec les installations Thompson, créant des pertes insoutenables pour la Luftwaffe qui dut modifier radicalement ses tactiques d'attaque contre les îles britanniques. Les pilotes allemands, confrontés à cette nouvelle menace, développaient une terreur superstitieuse de ces Teufelsmaschinen, machines du diable, qui transformaient l'approche des bases britanniques en parcours mortel. L'Hauptmann Klaus Müller, pilote expérimenté de bombardiers sur Heinkel He-111, témoignait de cette angoisse dans une lettre à sa famille. « Nous ne savons jamais quelles bases britanniques sont équipées de ces armes terrifiantes. Quand elles ouvrent le feu, c'est comme si le ciel entier se transformait en mur de plomb. Aucun avion ne peut survivre à cette concentration de projectiles. » Cette dégradation du moral allemand encourageait Thompson à perfectionner encore son invention. La Mark V, qu'il développait dans ses nouveaux laboratoires de Farnborough, incorporait des innovations qui relevaient presque de la science-fiction pour l'époque. Système de détection radar intégré, calculateur analogique pour la prédiction de trajectoire, et même un prototype de guidage automatique qui permettrait à l'arme de poursuivre ses cibles sans intervention humaine. Ces développements préfiguraient l'armement automatisé de l'ère moderne. Cependant, le succès même de son innovation créait pour Thompson des dilemmes personnels inattendus. Promu au grade de squadron leader et nommé directeur technique du Royal Armament Research Establishment, il se retrouvait à la tête d'une équipe de 200 ingénieurs et techniciens qui développèrent des variantes de plus en plus sophistiquées de son invention originale. « Je ne me reconnais plus dans tout ça », confiait-il à Watson, resté son assistant personnel. « J'ai commencé par bricoler une arme pour défendre Biggin Hill, et maintenant je dirige un complexe militaro-industriel. » L'influence de Thompson s'étendait désormais bien au-delà de la simple conception d'armement. Churchill le consultait personnellement sur les questions de défense anti-aérienne. Le War Office sollicitait son avis pour l'organisation de la production d'armement, et même les services secrets américains envoyèrent des missions pour étudier ces innovations. Cette reconnaissance internationale transformait le mécanicien autodidacte en figure majeure de la technologie militaire alliée. La collaboration avec les ingénieurs américains révéla l'ampleur révolutionnaire des concepts développés par Thompson. Le colonel James Patterson, expert en armement de l'US Army Air Force, observait avec admiration « Ce que vous avez créé ici dépasse tout ce que nous développons aux États-Unis. Vos principes de tir rapide rotatif pourraient révolutionner non seulement la défense anti-aérienne, mais aussi l'armement des bombardiers et même l'artillerie terrestre. Vous avez ouvert une voie technologique complètement nouvelle. » Cette reconnaissance américaine déboucha sur un programme de coopération technique qui permettrait de produire les armes Thompson en série dans les usines américaines pour équiper les forces alliées sur tous les théâtres d'opération.
Thompson se retrouvait soudain concepteur d'un système d'armement destiné à équiper les armées britanniques, américaines, canadiennes et même soviétiques. Cette mondialisation de son invention dépassait largement ses ambitions initiales de défense de la base de Biggin Hill. Cependant, cette expansion internationale s'accompagnait de pressions politiques et industrielles qui éloignaient Thompson de sa passion première pour l'innovation technique pure. Des industriels américains tentaient de racheter ses brevets, des politiciens britanniques voulaient contrôler la diffusion de ces technologies, et même des agents soviétiques cherchaient à obtenir des informations sur ces derniers développements. « Mon invention m'échappe », se plaignait-il. « Elle devient un enjeu géopolitique que je ne contrôle plus. » Cette situation paradoxale amena Thompson à prendre une décision surprenante qui révélait sa personnalité authentique. En janvier 1941, il demanda officiellement à retourner à ses fonctions de mécanicien de base, abandonnant ses responsabilités de direction pour retrouver le travail manuel qui l'avait toujours passionné. « Je ne suis pas fait pour diriger des bureaucrates », expliquait-il dans sa lettre de démission. « Je veux retourner bricoler dans un hangar avec mes mains et mes outils. » Cette décision stupéfia la hiérarchie britannique qui perdait ainsi l'un de ses innovateurs les plus précieux. Churchill lui-même tenta de le dissuader lors d'un entretien personnel. « Thompson, vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Votre génie technique est indispensable à l'effort de guerre britannique. » Mais Thompson restait inflexible, préférant l'anonymat de l'atelier aux honneurs du bureau d'études. Le compromis finalement trouvé reflétait le pragmatisme britannique. Thompson conserverait officieusement un rôle de conseiller technique tout en retrouvant ses fonctions de mécanicien sur une base aérienne opérationnelle. Cette solution lui permettait de continuer à innover selon son inspiration sans subir les contraintes administratives qu'il détestait. Il fut affecté à la base de Tangmere, position avancée face aux côtes françaises où ses talents seraient particulièrement utiles. Cette mutation marquait paradoxalement un retour aux sources pour Thompson qui retrouvait l'environnement de proximité avec les équipages et les machines qui avaient nourri son génie inventif. Loin des salles de conférence et des rapports bureaucratiques, il pouvait de nouveau observer directement les besoins opérationnels et y répondre par des innovations pratiques. Cette liberté retrouvée allait lui permettre de développer encore d'autres innovations qui marqueraient la suite de la guerre aérienne. L'installation de Thompson à Tangmere en février 1941 coïncida avec une période d'intensification des combats aériens au-dessus de la Manche, la Luftwaffe ayant adapté ses tactiques pour contrer l'efficacité dévastatrice des installations Thompson. Les bombardiers allemands volèrent désormais à très haute altitude, au-delà de la portée efficace des armes de Thompson, ou au contraire en rase-motte pour éviter la détection radar. Ces nouvelles tactiques nécessitaient des adaptations techniques que seul Thompson pouvait concevoir avec sa compréhension intuitive des mécanismes de combat aérien. Le défi de l'interception à haute altitude amena Thompson à développer ce qu'il baptisa la Mark VI Long Range, version de son arme équipée de canons de plus gros calibre et d'un système de visée télémétrique qui permettait d'engager des cibles jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Cette innovation nécessitait l'adaptation de canons de 20 mm hispano-suiza récupérés sur des chasseurs accidentés, modification technique complexe qui démontrait une fois de plus l'ingéniosité de Thompson pour transformer des équipements existants en solutions nouvelles. Parallèlement, la menace des attaques en rase-motte l'obligeait à concevoir une version basse altitude de son arme, capable de suivre des cibles volant à moins de 100 mètres du sol à des vitesses dépassant 400 km/h. Cette Mark VI Low Level incorporait un système de suivi automatique basé sur des gyroscopes récupérés sur des torpilles navales, innovation qui préfigurait les systèmes de guidage automatique de l'ère moderne. L'efficacité de ces nouvelles versions fut spectaculairement démontrée lors du raid allemand du 15 mars 1941 sur les ports de Portsmouth. Une formation de 40 bombardiers Junkers Ju-88, volant en rase-motte pour éviter les radars, fut interceptée par l'installation Low Level de Thompson qui en abattit 12 en 15 minutes, créant une confusion telle parmi les survivants qu'ils abandonnèrent leur mission sans avoir largué leurs bombes sur leurs objectifs. Cette performance attira l'attention du maréchal Göring lui-même, qui ordonna une enquête approfondie sur ces mystérieuses armes britanniques qui décimèrent ses escadrilles. « Nous devons absolument identifier et neutraliser ces installations », déclarait-il lors d'une conférence à son état-major. Elle cause plus de pertes à nos bombardiers que toute la chasse britannique réunie. Cette préoccupation allemande au plus haut niveau
confirmait l'impact stratégique de l'invention de Thomson. La riposte allemande ne tarda pas. Le 20 mars 1941, des commandos de la Luftwaffe spécialement entraînés tentèrent un raid héliporté sur la base de Tangmer pour détruire l'installation Thomson et capturer si possible son inventeur. Ce raid audacieux, mené par des parachutistes d'élite du Fallschirmjäger Régiment 1, échoua de peu grâce à la vigilance de Watson qui donna l'alarme en découvrant les intrus près du hangar où était dissimulée la Mark VI Low Level. Le combat qui s'ensuivit révéla une facette méconnue de Thomson. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il conservait tous ses réflexes militaires et transforma son atelier en position défensive redoutable. Armé d'un fusil Lee Enfield et assisté de Watson et de 2 mécaniciens, il repoussa l'attaque allemande en tuant ou blessant la moitié des assaillants avant l'arrivée des renforts britanniques. « Ces Allemands voulaient de ma machine », commentait-il sobrement après l'engagement. « Ils ont eu droit à un accueil à l'ancienne. » Cette tentative de raid confirmait l'importance stratégique accordée par l'ennemi aux innovations de Thomson et nécessitait un renforcement considérable de la sécurité autour de ces installations. Des unités de commando britanniques furent spécialement affectées à la protection des bases équipées d'armes Thomson, transformant ces positions en véritables forteresses destinées à protéger le secret de ces innovations révolutionnaires. L'analyse des équipements abandonnés par les commandos allemands révéla des détails troublants sur l'efficacité du renseignement ennemi. Les assaillants possédaient des plans détaillés de la base de Tangmer, des photographies de l'installation Thomson et même des dossiers personnels sur Thomson lui-même. « Ils en savent trop sur nous », observait le major Collins des services secrets. « Nous devons absolument renforcer notre contre-espionnage autour de ce programme. » Cette menace constante d'infiltration allemande amena Thomson à développer des versions mobiles de ses armes, montées sur des châssis de camions et capables de changer rapidement de position pour éviter la détection ennemie. Ces Thomson Mobile Units s'inspiraient des techniques de camouflage qu'il avait apprises pendant la Grande Guerre, combinées avec ses innovations techniques pour créer des systèmes d'armement furtifs d'une efficacité redoutable. La première utilisation opérationnelle d'une unité mobile eut lieu lors du raid allemand sur Coventry en avril 1941. L'installation, positionnée secrètement sur une colline dominant la ville, intercepta une formation de bombardiers Heinkel E-111, qu'elle décima avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs industriels. Cette interception, réalisée loin de toute base aérienne fixe, démontra la flexibilité tactique permise par les innovations de Thomson. Cependant, le succès croissant de ces armes créait pour Thomson des dilemmes moraux de plus en plus pressants. « J'ai compté mes victoires », confiait-il à Watson. « Mes machines ont abattu plus de 200 bombardiers allemands en un an. Cela représente peut-être 1500 hommes morts par ma faute. Je me demande parfois si j'ai le droit de créer des instruments de mort aussi efficaces. » Cette interrogation éthique révélait la conscience humaine d'un homme confronté aux conséquences concrètes de son génie inventif. L'été 1941 marqua une évolution décisive dans la carrière de Thomson avec l'arrivée sur le théâtre européen des premiers conseillers militaires américains, officiellement présents dans le cadre du programme Lend-Lease, mais officieusement chargés d'évaluer les innovations techniques britanniques en vue d'une future entrée en guerre des États-Unis. Le colonel Robert Harrison, expert en armement de l'US Army Air Corps, vint spécialement étudier les installations Thomson avec un briefing présidentiel direct de Roosevelt qui considérait ces armes comme potentiellement décisives pour la future stratégie aérienne américaine. La démonstration organisée pour Harrison dépassa toutes ses attentes et confirma la supériorité technologique des concepts développés par Thomson. « Ce que vous avez créé ici », observa l'officier américain après avoir assisté à l'interception d'une formation de bombardiers allemands par la Mark VI High Altitude, représente une avance de 10 ans sur tout ce que nous développons aux États-Unis. Ces principes de tir rotatif rapide pourraient révolutionner non seulement la défense anti-aérienne, mais l'ensemble de l'armement automatique moderne. Cette reconnaissance américaine déboucha sur une proposition de collaboration technique d'une ampleur inédite. Roosevelt lui-même, par l'intermédiaire de Harrison, offrait à Thomson de diriger un programme de recherche conjoint américano-britannique avec des moyens industriels quasi illimités et l'objectif de produire 1000 installations Thomson pour équiper les bases aériennes alliées dans le monde entier. Cette proposition transformait l'artisan de Tangmer en concepteur d'un système d'armement
à l'échelle planétaire. Cependant, Thomson déclina poliment cette offre prestigieuse, préférant continuer ses innovations dans l'environnement qu'il connaissait plutôt que de se lancer dans l'aventure industrielle américaine. « Je suis reconnaissant de cette confiance », expliquait-il à Harrison, « mais ma force réside dans l'innovation artisanale, pas dans la gestion de programmes industriels massifs. Laissez-moi continuer à bricoler ici, et je vous fournirai les concepts que vos ingénieurs pourront développer à grande échelle. » Cette sagesse pratique révélait la lucidité de Thomson sur ses propres capacités et limitations. Il accepta cependant de former une équipe d'ingénieurs américains au principe de ces innovations, collaboration technique qui permettrait de transférer ses concepts outre-Atlantique tout en lui conservant sa liberté créatrice. Cette solution satisfaisait les besoins stratégiques alliés tout en respectant la personnalité unique de l'inventeur. La formation des ingénieurs américains révéla des aspects méconnus du génie de Thomson. Son approche intuitive de la mécanique, basée sur l'observation directe et l'expérimentation pratique, contrastait radicalement avec la méthode théorique enseignée dans les universités américaines. Thomson ne calcule pas, observait le docteur Mitchell, ingénieur du MIT venu étudier ses méthodes. Il sent mécaniquement les solutions optimales. C'est un génie pur qui fonctionne par instinct technique. Cette différence d'approche créait parfois des malentendus entre Thomson et ses élèves américains habitués aux méthodes analytiques formalisées. « Pourquoi ce ressort a-t-il cette tension particulière ?» demandait un ingénieur. « Parce que ça marche mieux comme ça », répondait Thomson, incapable d'expliquer théoriquement ce que son expérience lui dictait intuitivement. Cette incommunicabilité partielle de son savoir révélait le caractère unique de son talent. Néanmoins, le transfert technologique s'opérait efficacement grâce à la méthode pratique adoptée par Thomson. Plutôt que d'expliquer ses innovations, il les faisait reproduire par ses élèves, sous sa supervision directe. Cette pédagogie du geste permettait de transmettre son savoir-faire même si ses principes théoriques restaient mystérieux. En 6 mois, l'équipe américaine maîtrisait suffisamment les techniques Thomson pour envisager une production en série aux États-Unis. Parallèlement à cette collaboration internationale, Thomson continuait à perfectionner ses innovations pour répondre aux évolutions tactiques du conflit aérien. L'entrée en guerre de l'Union soviétique en juin 1941 avait modifié les priorités stratégiques allemandes, réduisant la pression sur les îles britanniques mais créant de nouveaux défis techniques pour l'interception d'avions de reconnaissance, volant à très haute altitude et grande vitesse. La Mark 7 stratosphérique qu'il développa pour répondre à cette menace incorporait des innovations qui relevaient presque de la science-fiction. Système de guidage par radar, calculateur analogique pour la prédiction de trajectoire, et même un prototype de munitions autoguidées qui pouvait poursuivre leur cible. Ces développements préfiguraient l'armement intelligent de l'ère moderne et confirmèrent que Thomson était en avance de plusieurs décennies sur son époque. L'efficacité de cette nouvelle version fut dramatiquement démontrée le 15 août 1941, quand un avion de reconnaissance Junkers Ju-86R volant à 2000 mètres d'altitude, hauteur considérée comme totalement sûre par les Allemands, fut abattu par l'installation stratosphérique de Thomson. Cette interception, impossible avec l'armement conventionnel de l'époque, stupéfia les observateurs militaires et confirma que Thomson révolutionnait véritablement les possibilités de la défense anti-aérienne. L'hiver 1941-1942 transforma Thomson en figure légendaire de la Royal Air Force, ses innovations ayant permis d'abattre plus de 400 bombardiers allemands en 18 mois d'utilisation opérationnelle. Cette performance exceptionnelle, qui représentait plus de 20% des pertes totales de la Luftwaffe sur le théâtre européen, avait contribué de manière décisive à la victoire britannique dans la bataille d'Angleterre et à la survie du Royaume-Uni face à l'agression nazie. Cependant, cette célébrité croissante créait pour Thomson des contraintes personnelles qu'il supportait de plus en plus difficilement. La presse britannique, malgré la censure militaire, avait fini par découvrir l'existence de ce génie mécanique qui transformait la ferraille en arme révolutionnaire. Le Daily Mail le surnomma « The Wizard of Tangmere », le magicien de Tangmere, tandis que The Times publia un portrait laudateur intitulé « L'homme qui sauve l'Angleterre ». Cette notoriété publique, bien qu'elle flattât son ego, l'exposait dangereusement à l'attention des services secrets allemands qui intensifiaient leurs efforts pour l'éliminer. L'Abwehr avait en effet placé Thomson en tête de sa liste des cibles prioritaires, le considérant comme plus dangereux pour l'Allemagne que n'importe quel général allié. Le prix mis sur sa tête, 100 000 Reichsmark,
dépassait celui offert pour la capture de Churchill lui-même. Cette menace constante obligeait les services secrets britanniques à organiser une protection rapprochée permanente autour de Thompson, restriction de liberté qu'il vivait comme une prison dorée. « Je ne peux plus sortir de ma base sans escorte armée », se plaignait-il amèrement à Watson, « et ils veulent m'installer dans un bunker blindé pour ma sécurité. Je ne suis qu'un mécanicien qui bricole des machines, pas un prisonnier de guerre. » Cette frustration révélait le décalage entre sa perception personnelle de ses activités et leur impact stratégique réel sur le conflit mondial. Néanmoins, Thompson continuait à innover avec une créativité qui semblait inépuisable. Sa dernière création, la Mark 8 Universal, représentait l'aboutissement de 2 années d'expérience et d'amélioration continue. Cette version révolutionnaire combinait tous ses développements précédents. Capacité de tir à toutes altitudes, système de guidage automatique, munitions intelligentes et surtout, conception modulaire qui permettait de l'adapter à tout type de plateforme, terrestre, navale ou même aérienne. L'adaptation aérienne de son système ouvrait des perspectives tactiques fascinantes qui enthousiasmaient l'état-major de la RAF. Des bombardiers Lancaster équipés de tourelles Thompson pourraient se défendre efficacement contre les chasseurs allemands, transformant chaque raid allié en mission à haut risque pour la Luftwaffe. « Imaginez », expliquait Thompson aux officiers de bombardement. Chaque Lancaster devient une forteresse volante capable de détruire n'importe quel chasseur qui l'approche. La version navale promettait également de révolutionner la guerre anti-aérienne en mer. L'amirauté britannique, confrontée aux attaques dévastatrices de la Luftwaffe contre ses convois, voyait dans les innovations de Thompson le moyen de protéger efficacement ses navires marchands. Ces installations pourraient sauver nos lignes d'approvisionnement, observait l'amiral Cunningham, et donc notre capacité à continuer la guerre. Cependant, cette expansion tous azimuts de ces innovations confrontait Thompson à des problèmes de production qui dépassaient largement ses compétences d'artisan. La demande pour ces armes excédait dramatiquement les capacités de fabrication britanniques, créant des arbitrages difficiles entre les différents services militaires qui réclamaient tous la priorité. « Je ne peux pas équiper toute l'armée britannique avec mes machines », répétait Thompson. « Il faut que vous choisissiez vos priorités. » Cette situation de pénurie relative malgré l'efficacité exceptionnelle de ces armes illustrait parfaitement les contradictions de l'effort de guerre britannique. Le pays disposait de la technologie la plus avancée au monde dans certains domaines, mais manquait des moyens industriels pour l'exploiter pleinement. Cette leçon influencerait profondément la stratégie britannique d'après-guerre en matière de recherche et développement militaire. L'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, transforma radicalement les perspectives de production des innovations Thompson. L'industrie américaine, avec ses capacités de production de masse infiniment supérieures à celles de la Grande-Bretagne, pouvait enfin donner au concept de Thompson l'ampleur industrielle qu'il méritait. Roosevelt ordonna personnellement la production de 5000 installations Thompson pour équiper les forces américaines dans le Pacifique. Cette mondialisation de son invention emplissait Thompson d'une fierté mêlée d'inquiétude. « Mes machines vont se battre sur tous les fronts », observait-il, « mais j'ai peur qu'elles deviennent trop puissantes. Quand cette guerre sera finie, qu'est-ce qu'on fera de toute cette capacité de destruction ?» Et cette prémonition des problèmes de l'après-guerre révélait une sagesse intuitive qui dépassait sa formation technique. L'année 1942 s'annonçait comme celle de la consécration définitive de Thompson, mais aussi comme le moment où ces innovations changeraient d'échelle pour devenir des facteurs déterminants de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le mécanicien de Manchester avait créé bien plus qu'une arme. Il avait ouvert une nouvelle ère de l'armement automatique qui influencerait tous les conflits futurs. L'année 1942 marqua l'apogée et paradoxalement le déclin de l'influence personnelle de Thompson sur ses propres innovations, transformées par l'industrie de guerre alliée en système d'armement standardisé produit à des milliers d'exemplaires dans des usines américaines, britanniques et même soviétiques. Cette industrialisation massive, bien qu'elle validât spectaculairement l'efficacité de ses concepts, éloignait Thompson de l'artisanat inventif qu'il avait toujours passionné pour le projeter dans un rôle de consultant technique qu'il assumait avec une résignation mêlée de fierté. Les statistiques de production révélaient l'ampleur extraordinaire de cette success story industrielle. En décembre 1942, plus de 2000 installations Thompson équipaient les forces alliées sur tous les théâtres d'opération, de la Manche au Pacifique, de la Méditerranée au front russe. Ces armes avaient abattu plus de 3000 avions ennemis,
sauver des centaines de navires alliés et protéger des dizaines de bases stratégiques. Cette efficacité globale faisait de Thompson l'inventeur d'armement le plus influent de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cette réussite technique s'accompagnait pour Thompson d'une mélancolie croissante, liée à son éloignement progressif de l'innovation directe. Mes machines sont maintenant produites par des gens que je ne connais pas, dans des usines que je n'ai jamais vues, confiait-il à Watson lors d'une de leurs conversations nocturnes dans l'atelier de Tangmer. Elles portent encore mon nom, mais elles ne me ressemblent plus. C'est devenu de l'industrie, plus de l'artisanat. Cette évolution reflétait la transformation générale de la guerre moderne, où l'innovation individuelle laissait progressivement place aux programmes industriels de masse coordonnés par des bureaucraties militaro-industrielles complexes. Thompson incarnait parfaitement cette transition entre l'ère de l'inventeur solitaire et celle des laboratoires de recherche collectifs qui caractériserait l'après-guerre. L'impact stratégique de ces innovations dépassait largement le simple domaine technique pour influencer l'ensemble de la doctrine militaire alliée. La supériorité anti-aérienne conférée par les armes Thompson permettait aux Alliés d'envisager des opérations aériennes d'une ampleur jusqu'alors impossible, comme le projet de bombardement massif de l'Allemagne, qui nécessitait des bases protégées par une défense anti-aérienne infaillible. Thompson a changé l'équilibre de la guerre aérienne, observait l'Air Marshal Harris. Ces machines nous donnent la maîtrise du ciel. Cette maîtrise aérienne croissante des Alliés se traduisait par des changements tactiques visibles du côté allemand. La Luftwaffe, confrontée à des pertes insoutenables face aux installations Thompson, modifiait radicalement ses méthodes d'attaque, privilégiant les raids de nuit, les attaques isolées, et même les armes nouvelles comme les bombes volantes V1 qui évitaient le contact direct avec la défense anti-aérienne classique. L'influence de Thompson s'étendait également au domaine de la recherche militaire future. Les principes qu'il avait développés, tir automatique rotatif, guidage électronique, munitions intelligentes, préfiguraient l'armement de l'ère moderne et inspiraient déjà les programmes de recherche qui donneraient naissance après la guerre aux missiles guidés, aux systèmes de défense automatisés et même aux premiers ordinateurs militaires. Cependant, cette vision du futur inquiétait Thompson lui-même, qui mesurait les implications pacifiques de ces innovations militaires. Après la guerre, s'interrogeait-il, que deviendront mes principes techniques? J'ai créé des mécanismes qui pourraient servir dans l'industrie, l'agriculture, la médecine. Mes moteurs rotatifs pourraient faire tourner des machines civiles. Mes systèmes de guidage pourraient diriger des véhicules automatiques. Cette réflexion révélait sa volonté de reconvertir ses talents vers des applications constructives. L'approche de la victoire alliée, de plus en plus probable grâce notamment à la supériorité aérienne conférée par ces innovations, amenait Thompson à envisager son après-guerre personnelle. Âgé de 36 ans, il possédait désormais une expérience technique unique au monde et des brevets, qui pourraient le rendre immensément riche dans l'économie de paix. Cependant, sa modestie naturelle le poussait à envisager un retour à ses origines artisanales plutôt qu'une carrière d'industriel. Quand cette guerre sera finie, déclarait-il à Watson, je voudrais retourner à Manchester et ouvrir un petit atelier de mécanique générale. J'aimerais réparer des voitures, des machines agricoles, des équipements industriels civils. Après avoir créé tant de destruction, j'aimerais consacrer le reste de ma vie à construire et réparer des choses utiles. Cette ambition modeste révélait la sagesse d'un homme qui avait gardé ses valeurs essentielles malgré sa célébrité mondiale. L'histoire de Thompson illustrait parfaitement les paradoxes de l'innovation technique en temps de guerre. Comment un simple mécanicien, par son génie inventif et sa détermination, pouvait changer le cours de l'histoire mondiale, tout en conservant l'humilité et la simplicité qui avaient nourri sa créativité. Son héritage technique influencerait l'armement moderne pendant des décennies, mais son exemple humain restait celui d'un artisan qui avait mis son talent au service de la liberté, sans jamais oublier ses origines ni ses valeurs. L'épopée de William Thompson prouvait qu'en temps de crise, l'ingéniosité individuelle pouvait encore faire la différence face à la puissance industrielle brute, et que les innovations les plus révolutionnaires naissaient souvent dans l'atelier d'un bricoleur génial, plutôt que dans les laboratoires sophistiqués des grandes entreprises. Cette leçon, particulièrement pertinente à une époque où l'innovation devient de plus en plus collective et bureaucratisée, rappelait l'importance de préserver l'esprit artisanal et la créativité individuelle, même dans la recherche la plus avancée.